Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouvel entretien essentiel. Nous recevons aujourd'hui monsieur Radu Portocala. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain d'origine roumaine et en France depuis 1982. Et vous avez, par votre histoire personnelle, votre parcours, une sensibilité exacerbée peut-être à l'oppression totalitaire. Vous écrivez récemment, en janvier dernier, « Je suis né en dictature, j'ai vécu en dictature jusqu'à l'âge de 26 ans. Je sais ce que c'est, je sais comment ça s'installe. C'est très simple, quoi que pensent les optimistes irrécupérable, étonnamment simple. Et quand elle est là, on ne la chasse pas en écrivant des articles, aussi brillants, aussi virulents soient-ils. D'ailleurs, il y a un temps où les articles, on ne les écrit plus que pour soi-même. Interdictions absurdes et obligations humiliantes sont faciles à imposer. On vous laisse vivre, on vous défend seulement d'exister. Tout est dans cette nuance tragique. » Dans ce texte publié sur Facebook, vous dites un peu plus loin « Les temps derniers, ce que j'ai vécu se retrouve de plus en plus dans ce que nous vivons. Autrement, mais pareil. Pour toutes ces raisons, désormais, j'ai peur. » On a beaucoup fait le procès ces derniers temps à ceux qui employaient le terme de dictature, d'une exagération, d'une diabolisation, où on les a diabolisés eux-mêmes pour l'emploi de ce terme. Vous n'avez aucun complexe à l'employer. Ce que nous vivons vous rappelle ce que vous avez vécu. Je n'ai pas à avoir des complexes. Et comme vous dites, parce que je l'ai connu et j'en ai souffert. On en fait le procès parce que, évidemment, un mot est une réalité qui fait très peur. Qui veut vivre en dictature? Mais cette peur se manifeste comme chez l'autruche. On met la tête dans le sable pour ne pas voir. Or, ce sable, qu'est-ce que c'est? C'est tous les arguments qu'on vous donne pour vous dire non, la dictature n'est pas possible. Et les arguments sont simples. Il y a une constitution, il y a un parlement, il y a des élections, il y a des lois. Mais ça a été partout comme ça. Les dictatures n'ont jamais ou rarement abrogé tout. La constitution de Staline de 1936 était parfaitement démocratique. Alors, on sait ce qui se passait dans le pays. Des lois, dans toutes les dictatures, on en a fait plein. Il y avait des élections, même sous Ceausescu en Roumanie, il y avait des élections. Peu importe si les candidats étaient élus dans une commission que lui-même présidait et que pendant très longtemps il y avait un seul candidat. Mais il y avait un simulacre. Donc on respectait, ils étaient très formalistes. Ils respectaient les formes. Quant aux lois, n'en parlons plus. Moi j'ai vu une fois la collection des lois et décrets pour 1952 seulement, je n'exagère pas, la pile était comme ça. Il produisait des textes qui ne respectaient pas par la suite, mais la forme était respectée. Et puis des dictatures, depuis la Grèce antique avec les tyrans, Rome, ça a toujours existé. À Rome, même la dictature était choisie, décrétée. En période de danger, on choisissait un dictateur, il était choisi. Oui, le terme n'était pas aussi connoté qu'aujourd'hui. Non, mais c'est le terme qu'on... Et en plus, toutes ces dictatures qu'il y a eu partout dans le monde, à un moment ou à un autre, ont été très différentes l'une de l'autre. C'est pas toujours la même chose. En fait, à quoi on la sent? On se la sent au moment où le champ des libertés commence à se rétrécir. On commence à vous empêcher de faire ceci, cela. En France, et pas seulement d'ailleurs, à cause de cette maladie qui nous a empoisonné la vie pendant 2 ans, regardez le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., etc., il y a eu des mesures très restrictives, des mesures qui ont piété sur la liberté des uns et des autres, et de manière très souvent non justifiée. Protéger les gens contre eux-mêmes, voilà un projet terrible, car cela veut dire abolir leur libre arbitre, leur droit de croire et de penser, leur interdire de s'opposer.
Cela veut dire les protéger malgré eux, et cela est le propre de la dictature. Mais Alors, ça, excusez-moi, ce malgré eux a été dit même par je me souviens pas par qui, mais c'était un personnage officiel. Gabriel Attal, Voilà, qui a dit, le porte-parole du gouvernement. Il faut protéger les gens malgré eux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu. Y compris contre eux-mêmes, il avait dit, Oui, textuellement. oui, ça, je l'ai connu. C'est-à-dire qu'au moment où le pouvoir, quel qu'il soit, vient vous dire « je sais mieux que toi ce que tu dois faire, ce que tu peux faire, quelles sont tes limites, quel est ton état de santé, etc., etc. » Mais là, le danger est énorme. Le pouvoir n'a pas à se mêler d'un certain nombre de choses. Mais là, c'était au nom de la santé, mais ce que vous avez connu, c'était au nom de quoi? De l'égalité, du communisme? Ce que j'ai connu, c'était au nom d'une idéologie qu'il fallait défendre à tout prix et du besoin qu'ils avaient de garder le pouvoir. Parce qu'on avait affaire à un pouvoir qui était absolument illégitime, n'est-ce pas, et qui s'était installé par la force des armes soviétiques. À partir de 1944, la Roumanie était occupée par plus d'un demi-million de soldats soviétiques avec leurs conseillers, etc. Et il fallait qu'ils se protègent. Donc, pour protéger un pouvoir qui n'est pas légitime ou qui n'est pas voulu, qu'est-ce qu'on peut faire? On rabaisse les libertés des gens. On leur interdit de faire ceci, cela, cela. Il y a un paradoxe que vous relevez, qui est que cette fois-ci, dans les contraintes qui ont pesé sur la liberté des Français, il s'agissait de sanctionner des fautes que nous n'avons pas commises. C'était le cas aussi dans dans la dictature roumaine ou autre, où là il y a un renversement. Non, c'était pareil, c'est-à-dire qu'au moment où on voulait avoir votre peau d'une manière ou d'une autre, on vous accusait de choses qui étaient tout à fait imaginaires. Bon, je vous donne mon exemple. En 1977, on m'a accusé d'avoir tenté de renverser le régime et de faire revenir le roi. Il faut préciser aussi que vous êtes l'héritier d'une tradition familiale d'opposants politiques, on peut résumer comme ça. Oui, et avec un nom qui était ciblé par le pouvoir. Mais très rare. On était la seule famille en Roumanie à porter ce nom, donc ça se retenait très facilement. Et oui, mais je n'ai jamais essayé. Je suis désolé, mais je n'ai jamais essayé de renverser le pouvoir de Ceausescu, ni de faire revenir le roi en Roumanie, même si j'aurais aimé. Mais je savais très bien que c'était une absurdité qui ne pouvait mener à rien. Parce que tout était quadrillé, tout était encerclé. Quand on m'a accusé de ça, j'ai même voulu essayer d'être drôle, mais ça n'a pas marché. J'ai demandé aux enquêteurs et comment j'ai communiqué avec le roi qui était exilé en Suisse? Par carte postale, parce que les téléphones, vous les surveillez, la correspondance, vous la surveillez. Comment j'ai communiqué avec le roi? Tu sais, toi. Bon, ça c'était toujours la réponse. Si nous ne savons pas, vous le savez. Oui, mais quand on demandait mais qu'est-ce que vous me reprochez, c'était toujours la même réponse. Tu le sais mieux que moi. Et à partir de là, on pouvait aller n'importe où. Et il y a des gens qui ont fait de la prison pour des choses complètement imaginaires. Et comment expliquez-vous qu'en France, à l'exception d'une minorité assez active, la majorité était aussi passive, consentante, voire adhérente à cette coercition invoquant des raisons sanitaires? C'est l'histoire qui commence à être relativement lointaine pour nous, ou qu'est-ce qui explique ce soit laissé faire majoritairement? Je crois que c'est la peur, tout simplement. Et la peur qui a été parfaitement bien maîtrisée, utilisée, c'est exactement ce qui se passait dans les dictatures
en Allemagne, en Union soviétique, dans le bloc communiste, c'était la peur. Je ne bouge pas, je n'entreprends rien, parce que je sais que je suis surveillé et je sais que ça va se retourner contre moi. Alors, ici, c'était pas le cas, mais ici, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de mourir, j'ai peur de ces hôpitaux archi-pleins qu'on montrait tout le temps à la télévision, en oubliant que depuis 20 ans, on voit les mêmes images chaque hiver, à chaque épidémie de grippe, les couloirs des hôpitaux pleins de brancards avec des gens qui attendent, etc. Ça, les gens l'ont oublié. Ou alors, ils n'ont jamais fait attention, peut-être. Mais c'est la peur. Et là, maintenant, c'est la même chose avec ce qui se passe en Ukraine. On entretient cette peur, non, la Russie peut déborder à n'importe quel moment, elle peut nous lancer des bombes atomiques, elle peut nous anéantir, etc. On n'aura plus de blé, on n'aura plus de pétrole. Et maintenant, je vois depuis 2 jours, ça recommence. La maladie remonte. Même à l'ONU, le chef de l'ONU a dit on n'a pas vaincu la maladie, il y a de nouveaux cas, ça explose de nouveau, etc. Donc, il faut entretenir. Et au moment où vous réussissez à imposer cette peur dans une société, et puis maintenant c'est pas une société, c'est toutes les sociétés, vous avez un contrôle qui peut devenir total à un moment donné. D'ailleurs, quand on parle de dictature, c'est pas, il y a pas de mot correct pour définir ce qui se passe. Mais il y a eu un Roumain qui vivait en France et qui, dans les années 70, a écrit un livre pour décrire ce qui se passait en Roumanie. Il avait choisi un titre que je trouve absolument extraordinaire et qui illustre parfaitement ce qui nous arrive. La cité totale. On est dans un monde total. Et si je devais écrire sur ça, je prendrais ce titre, le monde total. Tout est tout. Le pouvoir est partout, le pouvoir est tout le temps à la télévision, dans les journaux, à la radio, etc. Et le pouvoir vous contrôle d'une manière ou d'une autre. Jusque dans votre sphère intime, privée, familiale. C'est ça le sens total. C'est l'abolition au moment où on vient vous dire, ou vous suggérer de porter un masque quand vous êtes chez vous, au moment où, comme au Canada, par exemple, on a demandé aux gens de surveiller les voisins pour voir s'il y a plus de 2 voitures devant la maison, et si oui, téléphoner à la police, oui, et c'est intéressant parce que le pouvoir arrive à attirer des gens simples, des gens de la rue, et les transforme en auxiliaires, les délateurs. Ça aussi, on en a connu à l'Est. C'était un phénomène absolument monstrueux. Et alors, vous le mentionniez à l'instant, la nouvelle guerre qui a remplacé le Nous sommes en guerre, qui a duré presque 2 ans, c'est celle entre la Russie et l'Ukraine. Et là encore, dans un de vos billets récents de la semaine dernière, vous insurgez contre un nouveau manichéisme qui est venu s'installer, et vous affirmez ne pas faire sienne l'admiration dithyrambique de Macron pour Zelensky, c'est nécessairement être un suppôt du KGBiste Poutine. Qui n'est pas avec nous et contre nous, disait Lénine, précurseur inattendu des juges moraux d'aujourd'hui, les simplifications manichéennes ont été à l'origine de beaucoup de désastres. Et vous expliquez ensuite votre histoire et les échos que trouve cette grille qui s'impose au regard de l'histoire récente ou plus ancienne. Quel est le fin mot de cette perception qui nous condamne aujourd'hui à choisir un camp entre la Russie et l'Ukraine sur des bases un peu hystérisées? Bah oui, mais pas un peu, très hystérisées. Parce que on a, comme dans beaucoup de choses ces derniers temps, on a choisi le camp du bien, le camp du mal. Et si vous regardez la presse, et vous la regardez certainement, vous allez voir des quantités d'analyses de ce qui se passe, des quantités d'informations très précises de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. On oublie qu'il y a des choses qui se sont passées pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'on connaît toujours pas. D'accord? Maintenant, on connaît tout.
je me pose une question depuis 2 semaines. Tous les États entretiennent à très grands frais des services de renseignement. Nous avons partout des espions. Non, la fameuse CIA, les espions français. L'opération russe en Ukraine, elle s'est pas faite en 2 jours. Elle s'est pas faite seulement dans les garnisons. Elle a un aspect politique, elle a un aspect économique, elle a un aspect militaire, etc. On n'a rien su. Mais rien. On n'a rien su, on n'a rien voulu savoir. Non, je crois qu'on n'a rien su. Je crois qu'on n'a rien su. La surprise avait l'air très sincère. Mais comment ça se fait? Où va l'argent qui est donné à ces services? Et puis, puisqu'on n'a rien su jusqu'au 24 février, comment se fait-il qu'à partir du 25 février, tout le monde a tout su? Non? C'est très étrange. Je me permets de vous donner un exemple. Vous savez qu'il y avait en France, peut-être que ça existe encore, j'en sais rien, une association des anciens des services de renseignement. C'était les espions retraités. Bon, qu'on prenait pour des gâteux, des ridicules, etc. Et il sortait un journal qui s'appelait Le Monde du renseignement. Il y a une 20aine d'années, peut-être un peu plus, Le Monde du renseignement a publié un article dans lequel il signalait que dans l'Oural était en pleine construction une immense base nucléaire. D'accord ? Bon. La réaction a été parfaitement négative. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils sont à la retraite, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est des bêtises, Helsinki est notre grand ami, etc. Il y a eu un sénateur américain qui a eu vent de cet article, qui a dit, mais nous entretenons des satellites. Vous n'avez rien vu? Alors on lui a répondu, mais les satellites ne passent pas par là. Et mais déviez-le. Et en effet, ils ont vu qu'il y avait une énorme base qui était en pleine construction dans l'Oural. Donc, toutes ces choses qu'on sait et qu'on ne sait pas, c'est quand même très ridicule. On ne peut pas construire des analyses sur ça. Cette histoire qui se passe maintenant avec la maternité, qui soit est maternité, soit est hôpital pédiatrique, on ne sait pas très bien. Ce matin, j'ai vu que c'était une crèche. Bon, enfin, c'est un endroit où il y a des enfants. Il y a des sources qui disent fin février, les troupes, enfin le régiment Azov a dégagé tout le monde de cet endroit pour l'occuper, pour s'en emparer. Donc il a été bombardé, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? On ne sait pas. Et puis toutes les guerres sont remplies de ce type de stratagème, de boucliers humains et de... Attendez, on a fait quand même une répétition générale absolument extraordinaire en décembre 89 avec le renversement de Ceausescu. Si vous vous rappelez peut-être les fameux charniers de Timișoara. Oui, alors expliquez, parce que pour nos jeunes téléspectateurs, c'était donc une intoxication, on peut dire ça. Oui, c'était une supercherie. Il y a une équipe qui n'a toujours pas été identifiée, a filmé à Timișoara, qui est une ville à l'ouest, sud-ouest de la Roumanie, a filmé des cadavres qui étaient sortis des geôles de la Securitate, et d'après ce qu'on dit, la Securitate était la police politique. J'étais à l'époque, pour 2 mois, consultant à Antenne 2, France 2, aujourd'hui. Et vous y avez d'ailleurs traduit le procès de Ceausescu ensuite. Oui, c'était ma première expérience d'interprète. Et ces images sont arrivées très intelligemment à 7h30 du soir, donc à une demi-heure avant le journal. Et je les ai vues. Et je suis allé voir la rédactrice en chef, que j'ai supplié de ne pas les passer. Pourquoi? Parce que c'est macabre, mais bon, dans ces cadavres, d'abord, tous étaient très défraîchis. Il y avait une partie qui avait été autopsiée. On voyait très bien les coupes. Il suffit de regarder NCIS et vous allez voir la même chose. Et d'autres étaient tout simplement des squelettes
dont la cage thoracique était remplie de terre, donc ils étaient déterrés. On a su par la suite qu'ils étaient déterrés dans des fosses communes dans le cimetière des pauvres. Et elle m'a répondu, je ne peux pas ne pas les passer, parce que si moi je ne les passe pas, une autre télévision va les passer, je vais me faire taper sur les doigts, etc. Donc elles sont passées. Ça a fait une émotion extraordinaire. Personne n'a jugé, à part quelques médecins légistes qui ont téléphoné pour dire vous êtes ridicule. Mais ça a fait une émotion terrible. Et je me rappelle. Une émission. Oui, une émission. Je me rappelle, il y avait des gens qui disaient, mais quelle monstruosité, inimaginable de faire ça à des gens. Je ne sais pas ce qu'on faisait à l'époque, 89, j'étais parti. Mais certainement pas ça. Après, ils ont inventé qu'ils avaient été dissous dans de l'acide. Enfin bon, l'imagination allait très loin. Donc là, ça a été une répétition générale extraordinaire avec laquelle on a compris, ou grâce à laquelle on a compris que l'opinion publique peut accepter tout si c'est bien présenté et si c'est émouvant. Il faut que ce soit émouvant. Évidemment, cette histoire, les enfants, qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant? Et il faut aussi que ce soit du bon côté, dont vous déplorez qu'il faille le choisir, qu'on soit sommé de le choisir, alors qu'il est discutable et qu'il est parfois fluctuant. Vous dites, les officiers de la sécurité, par exemple, lorsqu'ils m'interrogeaient, étaient du bon côté. Leur repère était à l'est, à Moscou, et puis après 1990, leur bon côté s'est inversé comme une boussole qui s'affole, il est soudain passé à l'ouest. Et vous citez aussi d'autres exemples, Saddam Hussein, l'armée de libération du Kosovo, et d'autres de l'histoire récente. Mais est-ce qu'on peut vraiment refuser de choisir un camp dans ce genre de conflit? Beaucoup disent on ne peut pas fermer les yeux sur l'un ou l'autre, mais quand il y a des situations où il faut choisir dans l'histoire. Dans l'histoire. Mais attendons que l'histoire fasse son travail. Attendons d'avoir compris un peu ce qui se passe. Même militairement, on comprend pas très bien. On n'arrête pas de dire Poutine est dans l'impasse, les Ukrainiens. Voilà, ça c'est une chose qui est très intéressante. Les Ukrainiens gagnent. Poutine est fait. C'est fini pour Poutine. J'ai vu ce matin dans la presse roumaine que Zelensky a dit hier soir, dans une interview qu'il a donnée à une chaîne américaine, ABC, ouais. L'Ukraine ne peut pas gagner. Si le président dit l'Ukraine ne peut pas gagner, alors comment le journaliste français peut dire l'Ukraine est en passe de gagner? C'est quand même étonnant, non? Il y a énormément de propagande de toutes parts, y compris des journalistes peut-être. Les journalistes, hélas, sont très souvent entraînés dans un mouvement de propagande et il suffit qu'on vous dise à la télévision telle chose n'est pas vraie. Combien de gens regardent la télévision, combien de gens prennent ce qu'ils voient à la télévision pour monnaie comptante? Non, ils vont pas se creuser la tête, ils vont pas aller chercher après. Donc c'est ce que je vous disais, avec les charniers, il a fallu des années pour que le mensonge passe. C'est toujours valable l'idée que Ceausescu a été renversé par une révolution populaire. Et c'est faux. C'était absolument pas une révolution populaire. On peut pas imaginer que dans un pays où la police politique, la police et l'armée tiennent tout, quelques milliers de gens qui se rassemblent sur une place publique et scandent des slogans font tomber un tel personnage. Parce que c'est ça ce qui s'est passé. C'est absolument invraisemblable. C'est tout simplement le pouvoir de Ceausescu a été retiré. Tout le monde lui a tourné le dos, tout d'un coup, simultanément. Donc, si on le compare à un buste, imaginez ce qui se passe si vous accrochez une ficelle, une corde au socle, vous tirez très fort. Le buste va tomber. Et c'est ce qui s'est passé avec Ceausescu. Il a été déboulonné. Oui. Il y a un autre chef d'État qui se rêve en chef de guerre actuellement et que vous avez brocardé
de votre plume. C'est Emmanuel Macron qui est l'objet de plusieurs de vos textes, non pas que le personnage vous passionne, mais on devine que c'est en tant que symptôme ou incarnation d'une époque que vous analysez avec Mordant. Récemment, vous avez décrypté ces photographies de propagande électorale qui est très mise en scène, qui ont beaucoup fait parler, notamment celles en noir et blanc. Et vous disiez, au lieu de l'intensité dramatique recherchée du dévoilement des plus secrets moments de profondeur, on ne voit dans ces images que l'artifice qui frôle le ridicule. Il y a du théâtre dans la politique, certes, mais elle n'est pas que du théâtre. C'est ce que Monsieur Macron ne semble pas avoir encore compris. Dans un recueil de petits billets que vous avez publié en 2018, vous l'appeliez le vague tonitruant. C'est un oxymore que vous avez retenu comme titre, parce que qu'est-ce qui est vague et qu'est-ce qui est tonitruant chez lui? Oui, le vague, c'était son discours, ses intentions, son programme, etc. Mais il l'énonçait de manière tellement enflammée et tellement... C'était du théâtre, mais c'était du théâtre... Je l'ai écrit plusieurs fois. En fait, c'est un très mauvais acteur. Il joue mal, il joue faux. Bon, ça c'est pas sa faute, mais il n'arrive même pas à poser sa voix. Moi, je l'observe, comme je vous disais tout à l'heure, je n'écoute pas ces discours, je les lis. C'est dramatique de vacuité. Mais je l'observe aussi quand il va dans ses voyages en France, etc. Quand il voit les gens, on voit bien, il est extrêmement mal à l'aise. Là, il devient complètement artificiel. Il sourit en coin, puis quand il faut, il devient méchant, comme cette dame qui, quand il est allé dans le Nord pour la commémoration du début de la guerre 14, son itinérance mémorielle, dans une formule alambiquée dont il a le secret. Une formule très élégante. Il y a une dame dans un village qui lui a dit j'ai 660 € de retraite, vous m'enlevez 60 €. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? 10%. Et il a répondu, mais je trouve ça d'une impertinence colossale. C'est là où il aurait dû recevoir sa gifle. Si les Français se plaignaient moins, la situation serait meilleure. Ben, j'aimerais le voir. Je voudrais citer un extrait pour donner un aperçu à nos auditeurs et vos futurs lecteurs peut-être. Vous dites, malgré, donc ça date il y a 4 ans ou 5 ans, mais bon, c'est malheureusement ou heureusement selon certains d'une actualité qui n'a rien perdu. Vous dites donc, malgré ses poses solennelles et la conviction qu'il affiche d'avoir été touché par la grâce, Emmanuel Macron n'a rien d'un homme d'État. Le stigmate qu'a laissé sur lui la bureaucratie dont il est issu se voit trop. Et si parce qu'il n'est pas abusif d'appeler un accident provoqué, il est devenu chef, il ne sera probablement jamais un grand chef. Il n'en a ni l'étoffe ni le souffle. Et on voit cela à cette condescendance exaspérante qu'il met entre lui et les autres, donc que votre anecdote illustre, au léger agacement avec lequel il pratique un paternalisme qui semble chercher l'infantilisation du pays. Ces envolées ne sont nullement une preuve d'inspiration, elles dévoilent plutôt une forme d'excitation irrépressible qui n'a rien à voir avec le génie politique, ni même avec un quelconque talent en la matière. Souvent, l'agitation sert à cacher la stérilité, voire pire. Dans tous ces billets que vous avez réunis, on sourit avec amusement ou on pleure avec écœurement de relire certains passages de son histoire et qui aujourd'hui sont encore d'une actualité brûlante. Par exemple, la presse le fit président alors qu'il n'était même pas candidat. Donc on est à nouveau en plein dedans. La même chose, oui. L'accès s'est manifesté soudainement lorsque la machine à produire des dévots fut mise en marche. Son nom était sur toutes les lèvres et on en faisait un synonyme de l'espoir retrouvé. Comme un martèlement obsessionnel, les couvertures des magazines exhibaient jour après jour son visage et on louait sa jeunesse et sa beauté, gage de virtuosité politique et promesse de bonheur collectif. C'est
Un jeu auquel parfois vous vous abandonnez avec excès, de le tailler dans tous les sens, Emmanuel Macron? Non, c'est pas un jeu, mais moi, vous savez, il y a une seule chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est ma liberté. Et ma liberté me demande d'écrire ce que je pense et ce que je sens. Si je collabore à une telle publication et un jour on me dit ça on va couper, c'est la dernière fois, je ne reviens plus. Je ne supporte pas ça. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, puis ça je l'ai connu en Roumanie. Il s'agissait pas de journalisme, bien entendu. Donc, c'est ce que je sens, c'est ce que je pense, et puisque je sens et je pense, il me faut l'écrire. Après, si des gens lisent, ça me fait plaisir. Mais non, je trouve que la manière dont il a été jeté dans l'arène, comme je l'ai dit là à un moment donné, on l'a traité comme un produit, comme une lessive, comme une autre toilette, comme tout ce que vous voulez. Ça a été une opération de marketing extraordinaire. Il y a eu un martèlement permanent, Macron, 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 c'est le sauveur. Et après ça, quand vous entendez cette espèce de vide agité, ça fait mal au cœur. Et puis, vous savez, ça fait 45 ans que je vis en France. Non, 43. Je peux pas être indifférent à ce qui se passe avec ce pays. Et Monsieur Macron n'est pas ce qu'il faut à la France. Ça n'a pas été un bon président. S'il est réélu, ça ne sera pas un bon président. Même s'il dit que j'ai appris de mes erreurs, à vos dépens. C'est quand même assez cynique de dire ça. Et malgré tout, vous pensez ou vous craignez qu'il sera réélu? C'est ma dernière question. Le premier tour est dans 1 mois, jour pour jour, à l'heure où nous enregistrons cette émission. Je le crains, comme vous dites. Bon, en même temps, on peut pas croire les sondages, hein, ils se trompent toujours. Mais je ne vois pas qui, je ne sais pas. Oui, je le crains. Vous le craignez. En tout cas, pour ceux qui voudront se consoler ou se défouler, vous pourrez lire les analyses et les portraits jubilatoires que vous publiez donc dans Le Vague Tonitruant aux éditions Krios, qui sont, je me permets de vous le dire, écrits avec un style remarquable, limpide, un compliment qu'on faisait à un autre grand écrivain roumain de langue française, Sioran, que vous avez côtoyé d'ailleurs, connu, et qui donc derrière le propos cinglant sont un véritable plaisir de lecture. Et je recommande à nos lecteurs aussi, pour ceux qui voudraient vous retrouver, de lire vos billets sur votre page Facebook, et ainsi que dans le magazine Causeur auquel vous collaborez. Et Politique Magazine. Merci beaucoup, Radu Portocala, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à tous d'avoir suivi cet entretien essentiel que vous pouvez relayer, commenter, partager. À bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.